J'ai un petit souci. Attendez une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous allons entamer le quatrième chapitre du module Factory Physics qui concerne les systèmes push et pull. Donc, push et pull, c'est flux tiré et flux poussé. Push, c'est pour flux poussé et pull pour flux tiré. Euh, Attendez une seconde. Donc, euh, premièrement, il faut qu'on définisse qu'est-ce qu'un système à flux tiré et qu'est-ce qu'un système à flux poussé. Alors, dans un système à flux poussé, c'est les systèmes classiques les plus connus, on va lancer les ordres de fabrication selon un plan qui a été défini par la planification. D'accord? Donc, la planification a défini un plan directeur de travail et cette planification va être utilisée pour lancer les ordres de fabrication au niveau de l'atelier. Donc, au fait, le système va être piloté par les dates dues. Ça veut dire que les tâches qui ont les dates dues les plus proches vont être lancées en premier selon la planification. Et au fait, qu'est-ce qu'on va contrôler? On va contrôler le taux d'arrivée des pièces et on va observer le niveau des encours. Ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle sur les encours. Le niveau des encours peut augmenter de manière indéfinie s'il y a, par exemple, des blocages ou des pannes au niveau du système. Et lorsque le niveau des encours augmente de manière importante, qu'est-ce qui va arriver? Les temps de cycle vont augmenter de niveau important puisque on sait que le taux de production il est égal aux encours divisés par le temps de cycle. Donc, automatiquement, si les encours augmentent, le temps de cycle va augmenter pour un même taux de production. Donc, un système push, s'il y a des pannes, s'il y a de la variabilité dans un système push, on va avoir une augmentation importante des encours, une augmentation importante du temps de cycle, et donc ça veut dire qu'on va se retrouver en retard par rapport aux dates dues, et on va livrer nos produits en retard. Qui dit livrer les produits en retard va dire que la qualité de service va diminuer. Donc, augmentation des encours, augmentation du temps de cycle et diminution du taux de service. Bien entendu, ça, dans un système push où il y a de la variabilité. Si on arrive à maîtriser la variabilité, le système push peut fonctionner sans ce genre de problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un système pull? Alors, un système push, comme je l'ai précisé, c'est des systèmes à flux poussé. Ça veut dire qu'on va pousser les produits à l'intérieur de l'atelier. On va pousser les produits à l'intérieur de l'atelier. Le système pull, c'est un système à flux tiré. Donc, dans un système à flux tiré, qu'est-ce qu'on fait? On va s'intéresser à l'état de l'atelier et on va alimenter l'atelier si son état le permet. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On va piloter notre atelier par rapport à son taux de production. On va définir le taux de production. D'accord? On va contrôler le niveau des encours et on va observer le taux de sortie. D'accord? On va contrôler le niveau des encours et observer le taux de production, le taux de sortie des produits. Donc, la différence principale entre un système push et un système pull, c'est dans un système push, le niveau des encours n'est pas
contrôlable et il peut augmenter de manière indéfinie. Dans un système pool, on contrôle le niveau des encours et en contrôlant le niveau des encours, on va limiter les encours donc en tenant compte de la loi de Little, on va aussi réduire le taux de cycle. Donc, voici un système push. Donc, dans un système push, on va utiliser des données exogènes. Exogènes, en dehors du système. On va utiliser des données exogènes pour contrôler notre système. Dans un système pool, on va utiliser des données endogènes. En fait, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du système. D'accord? Donc, dans un système pool, on va délibérément établir une limite des encours. Par contre, dans un système push, il n'y a aucune limite au niveau des encours. Donc, c'est ça la principale différence entre les systèmes pool et les systèmes push. Alors, quand on a commencé dans la littérature, quand on a commencé à travailler sur les systèmes pool, pour l'histoire, l'origine des systèmes pool viennent du Japon et principalement de l'entreprise Toyota quand elle a lancé les systèmes de production juste à temps et elle a utilisé le Kanban. Une question, est-ce que vous avez déjà étudié le Kanban? Allô? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous avez étudié le Kanban? ما قريتوش الكامبون. D'accord. Non, monsieur. ما قريتوش الكامبون MRP. Planification, est-ce que vous avez fait le MRP ou le même pas? Allô? Ni MRP ni Kanban. مشكلة شوية. يصحى ما علينا. Je vais vous expliquer grosso modo de quoi il s'agit. Pour le Kanban, le MRP, vous allez l'étudier en détail. Donc, pour l'histoire, les systèmes pool sont arrivés dans la maison Toyota quand elle a lancé la production juste à temps et principalement l'outil qui met d'abord la production juste à temps, c'est le Kanban. Donc, le Kanban est un système pool. Mais ce n'est pas le seul système pool. Et au fait, le reste du monde, ça veut dire les Européens et les Américains, quand ils ont commencé à avoir des informations à la production juste à temps, ils ont fait l'amalgame entre Kanban et système pool. Mais en vérité, le Kanban est l'une des variations ou l'une des possibilités du système pool. Le système pool est un peu plus général. Donc, il y a eu plusieurs années où on ne savait pas exactement comment définir le système pool et comment définir le Kanban. Et maintenant, on a bien défini, le système pool est un système où les encours, le niveau d'encours est contrôlé par le gestionnaire de l'atelier. Et dans un système push, les encours ne sont pas contrôlés, ils peuvent varier comme ils veulent. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui n'est pas un système pool? Parce que pourquoi la diapo? Parce que avant, comme je vous ai expliqué, il y a eu beaucoup d'amalgames. Au départ, on a dit que le système pool est un système qui est production à la commande, make to order. En vérité, la production à la commande ne limite pas le working process. Si je considère de la production à la commande en limitant les encours, oui, c'est un système pool. Mais dès que j'utilise une production à la commande sans limite du work process, des encours, je ne peux plus parler de système pool. Alors, le make to stock. Le make to stock, le principe est le suivant. Je vais produire pour remplir un vide au niveau du stock. J'ai un stock et chaque fois que le stock se vide, je le remplis. Donc, ça veut dire que j'essaye de maintenir un stock constant. Donc, je peux penser que c'est un système pool. Mais en vérité, on ne peut pas le considérer comme un système pool parce que tout simplement, les
les jobs dans le système peuvent être associés à à des, à des commandes et donc du coup, je n'ai plus vraiment un contrôle du stock. D'accord? Et puis les systèmes forecast free, c'est quoi le système forecast free? Alors juste pour revenir, make to order, c'est production à la commande. Make to stock, c'est production produire pour stocker ou la production de masse. Et forecast free, c'est de produire sur la base de prévisions. On prévoit qu'on va vendre des voitures et on les produit sans pour autant qu'il y ait des commandes. Donc là aussi, on ne peut pas vraiment parler d'un système pool. Pourquoi? Parce que euh, c'est basé sur des prévisions et donc je vais lancer ma production sur la base de ces prévisions sans tenir compte du niveau des encours. Au fait, pour que ce soit clair dans votre tête, la différence entre le pull et le push, c'est le contrôle du niveau des encours. Lorsque je contrôle le niveau des encours, je suis dans un système pull. Lorsque je ne contrôle pas le niveau des encours, je suis dans un système push. Voilà, pour vous faciliter la tâche. Alors, maintenant, quelques exemples de systèmes de production, de gestion des systèmes de production. On dit premièrement les systèmes push à flux poussé qui sont en général contrôlés par le MRP. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de MRP parce que c'est de la gestion de production que vous allez faire en détail en module de planification. Mais là, on va parler juste du principe. Le principe le système push, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il y a plutôt, chaque fois que j'ai un ordre de production, je le lance dans le système. Je ne tiens pas compte de l'état du système. Le système peut être saturé, il peut y avoir plusieurs machines en panne, il peut y avoir des machines bloquées. Je vais quand même lancer des ordres de production. Donc, ça veut dire que les ordres de production, ils vont arriver et ils vont rentrer dans le système. Et quand ils vont rentrer dans le système, ils vont augmenter son niveau d'encours. Je n'ai aucun contrôle sur le niveau d'encours. Le but de faire un système push, c'est de maximiser le taux de production. Mais en parallèle, je maximise le taux de production, mais en parallèle, je vais faire exploser le niveau des encours. Et donc, si j'augmente le niveau des encours, je vais nécessairement augmenter le temps de cycle. Et donc, je vais avoir des produits qui vont passer beaucoup de temps à l'intérieur du système. D'accord? Ils vont passer un temps très long à l'intérieur du système au lieu de passer des temps plus courts. Donc, ça, c'est un système pur push, c'est-à-dire à flux poussé pur. Dans la réalité, je ne vais jamais avoir un système à flux poussé pur parce que celui qui s'occupe de la gestion de l'atelier, lorsqu'il a des pannes, lorsqu'il a des machines arrêtées, il va stopper l'entrée de nouveaux produits parce que déjà, il a un truc saturé ou là, il va, par exemple, prévoir des heures supplémentaires. Il va faire des choses qui font que je ne suis pas dans un système à flux poussé pur. Ça, c'est la réalité. Mais si je parle de la théorie, un système à flux poussé pur, c'est un système où je ne tiens pas compte de l'état du système et je lance mes ordres de production selon mon plan directeur de production, selon le plan directeur de le PDP, le plan directeur de production. D'accord? Alors maintenant, dans un système à flux tiré pur, je prends l'exemple du Kanban. Le Kanban a été inventé par les Japonais au niveau de la maison Toyota pour gérer la production au niveau de leurs ateliers. Alors le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que je ne lance une production dans une machine N-1 que si j'ai une demande de la machine N. D'accord? C'est-à-dire, je ne lance la production de la machine N-1 que si j'ai une demande de la machine N. Donc, les trucs en vert, c'est les signaux d'autorisation de lancer la production.
Donc, regardez, Hadi la machine, elle sait qu'elle va avoir besoin d'un produit, elle va lancer un signal pour autoriser la machine précédente à lancer le produit. Ou Hadi la machine, lorsqu'elle veut, elle sait qu'elle a besoin d'un produit, elle va lancer un signal à la machine précédente pour produire. Donc, au fait, chaque station va commander la station précédente pour la production. C'est le principe. On va détailler la diapo. J'ai bien fait de la garder, je voulais la supprimer. La diapo suivante va détailler le fonctionnement d'un Kanban. Finalement, le conWIP, chapitre 7, si vous vous souvenez, quand on a étudié les différents types de cas, best case, worst practical case, on avait défini une quantité constante d'encours au niveau du système. Alors, le conWIP, ça vient du terme constant working process. Donc, ça veut dire que je définis une quantité constante de produits dans le système, mais je ne contrôle pas ce qui se passe à l'intérieur. Regardez, le Kanban, je contrôle au niveau de chaque station. Au niveau de chaque station, je contrôle ce qui se passe. Je contrôle le niveau de stock. Dans le conWIP, je vais contrôler le niveau de stock au niveau de tout l'atelier, sans me soucier de ce qui se passe au niveau de chaque station. Donc, le principe est simple. Chaque fois que j'ai un produit qui sort du système, un produit fini qui sort du système, je donne l'autorisation à l'entrée de lancer un nouveau produit. Donc, ça veut dire que globalement, à l'intérieur du système, j'aurai toujours la même quantité d'encours. Je décide que j'ai 10 produits à l'intérieur du système. Donc, il y a 10 produits qui sont à l'intérieur du système. Le produit le plus ancien, celui qui va être terminé, dès qu'il est terminé, d'accord, et qu'il ait mis le stock de produits finis, automatiquement, je lance un signal immédiatement au stock de matières premières pour lancer la production d'un nouveau produit. Donc, voilà donc le conWIP, il est disons, plus simple et plus général que le Kanban. Alors, regardons un petit peu comment fonctionne le Kanban. Le terme Kanban est un mot japonais qui veut dire carte. D'accord? Qui veut dire carte, qui veut dire étiquette. D'accord? Le terme Kanban veut dire étiquette. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Chaque fois qu'un produit rentre dans le système, je lui associe une étiquette. D'accord? Hada le produit ou hadi l'étiquette. D'accord? Alors, donc, la première machine, elle reçoit un produit, elle lui associe une étiquette, elle le traite, elle envoie le stock de sortie, le buffer de stockage de sortie à la station. La machine ou la station qui est en aval, elle est en train de traiter un produit. Qui termine le traitement avec le produit, elle veut récupérer un nouveau produit. Donc, elle récupère un produit, même la station en amont, elle le récupère, elle lui enlève son étiquette ou un conteneur d'étiquette à la station 1. Elle enlève l'étiquette et elle la met dans un conteneur d'étiquette à la station 1. En même temps, elle lui associe une étiquette, mais le conteneur d'étiquette d'IELHA. D'accord? Elle lui associe une étiquette, mais le conteneur d'étiquette d'IELHA. La pièce, elle est traitée dans la station. Une fois traitée, elle est mise au stock. Notez que je n'ai pas de buffer d'entrée. Je n'ai qu'un buffer de sortie. Parce que le buffer d'entrée, au fait, ça va être le buffer de sortie de la station précédente. Mais puisque je fais le système d'étiquettes, si je définis un nombre bien précis d'étiquettes au niveau de la station, je ne peux pas avoir plus de produits que de nombre d'étiquettes, puisqu'à chaque fois, j'associe une étiquette à mon produit. Donc, par exemple, dans cette station, j'ai combien d'étiquettes? Donc, ça veut dire qu'au maximum, je vais avoir 5 produits en cours de production au niveau de cette station. Soit qui attendent d'être chargés, soit qui sont en cours de production, soit qui sont finis et qui doivent rejoindre la station suivante. D'accord? C'est le principe du Kanban. Donc,
au niveau de chaque station, je contrôle le nombre de produits en définissant un nombre limité d'étiquettes et dans tous les cas, je n'aurai pas plus de produits que d'étiquettes. Là, je remarque que j'ai une étiquette en attente. Cette étiquette, elle va être utilisée quand? Lorsque j'ai un nouveau produit qui arrive à l'entrée, je lui associe l'étiquette et il sera traité. Là, j'ai une étiquette en attente. Quand est-ce qu'elle va être utilisée? Lorsque j'ai un produit qui arrive de la station 1, il arrive là, je lui enlève son étiquette ou je lui associe une étiquette de la station 2. Et ainsi de suite au niveau de chaque station. D'accord? Donc, le principe du Kanban. Kanban veut dire étiquette. Et le principe du Kanban, c'est quoi? C'est de limiter le nombre de produits en cours de production au niveau de chaque station. C'est le principe. Maintenant, si je considère le conwip, c'est le même principe, mais je le fais à l'échelle de tout l'atelier. Donc, je peux avoir beaucoup de produits au niveau d'une station et peu de produits au niveau d'une autre station. Je ne contrôle pas au niveau de chaque station. Alors maintenant, il y a une autre notion qui a été introduite, la production, c'est de combiner les deux méthodologies de production, de gestion de production, qui sont le make to stock et le make to order. Make to stock, c'est produire pour stocker, donc c'est-à-dire que je n'ai pas de commande. Le make to order, c'est produire à la commande. D'accord? Et l'idéal, c'est de combiner les deux dans le même système. Lorsque je combine les deux méthodologies dans le même système, je vais avoir un endroit où je sépare le make to stock du make to order. Alors, bien sûr, cette méthodologie n'est pas valable dans tous les cas. Je vais vous donner des contre-exemples. Si je suis fabricant de yaourt, je ne vais jamais faire du make to order. Je vais faire que du make to stock. D'accord? Parce que le yaourt, j'ai un certain nombre de parfums, je les produis et je les distribue et ils sont achetés. D'accord? Donc, je ne fais que du make to stock. À l'autre extrême, si je suis constructeur naval, je construis des grands bateaux, d'accord, des bateaux pétroliers, je ne vais jamais faire une partie de make to stock. Je vais fabriquer une fois que j'ai une commande ferme. Si je suis constructeur de ponts, d'accord, comme la Serorat Tlemcen, si je suis constructeur de ponts, je ne vais jamais fabriquer des ponts et les stocker, ou des parties de ponts, des morceaux de ponts et les stocker. Je ne vais commencer à fabriquer mes ponts que si j'ai une commande bien précise avec les plans du pont. Donc, j'ai des contre-exemples, mais j'ai beaucoup de cas. Les WIN, je peux utiliser cette méthode. WIN, je fais une partie du travail en make to stock et une partie de travail en make to order. La dernière fois, je vous avais parlé des cimenteries. D'accord? Actuellement, au Jazair, les cimenteries sont en excès par rapport à la demande. Ça veut dire l'offre des cimenteries est supérieure à la demande. Et donc, les cimenteries, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du make to stock pour fabriquer le clinker. Le clinker, c'est le produit de base d'une cimenterie. Même avec le clinker, c'est quoi? On va prendre de la matière, des minerais, du gypse, du calcaire, etc., qu'on va mélanger, qu'on va broyer, qu'on va cuire dans un four. Même on obtient le clinker. Le clinker, on va le stocker. Et à chaque fois qu'on a une commande d'un ciment particulier, donc il y a différents types de ciment. Il y a le ciment ordinaire qui est le RJ45, 44 ou un truc comme ça. Mais il y a plein le Portland 45, je crois, ou un truc comme ça. Il y a beaucoup d'autres types de ciments. Il y a les ciments spécialement pour résister à l'eau. Il y a d'autres ciments, etc. Chaque fois que j'ai une commande de ciment, je vais prendre mon clinker et je vais ajouter les additifs et le broyer et le mettre dans les sacs. Donc, j'ai une partie qui est make to stock jusqu'au clinker et une partie qui est make to order à partir du clinker jusqu'à le ciment fini. D'accord? Alors, la limite entre la production
la production de masse et la production à la commande s'appelle Inventory Order Interface, IOI, Inventory Order Interface. Des fois, on l'appelle le push-pull interface. Mais en vérité, le push-pull interface n'est pas exact. Pourquoi? Parce que je peux avoir dans la première partie, je peux avoir un working process illimité. Je peux ne pas contrôler le working process et automatiquement, si je ne contrôle pas le working process, automatiquement, je risque d'avoir un working process illimité. Je ne suis plus dans la situation pool. Je suis uniquement dans la situation, c'est-à-dire je ne suis plus dans le cas pool. D'accord? Donc, ce n'est pas vrai à 100%. Il est préférable d'utiliser la définition. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? La question qui se pose, pourquoi faire ça? C'est tout simplement parce que la partie où je fais du make to stock ne sera pas visible par le consommateur. Le consommateur, lorsqu'il va commander le produit, d'accord? Regardez, vous voulez commander un ordinateur. Vous allez chez un magasin et vous demandez un ordinateur particulier. Vous voulez un ordinateur de bureau avec tel disque dur, telle carte mère, telle carte graphique, etc. Le magasin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la carte mère que vous avez commandée, il va prendre la carte graphique que vous avez commandée, il va prendre le disque dur que vous avez commandé, il va les assembler et il pourra vous livrer votre ordinateur en 48 heures ou là en 72 heures. Mais imaginez maintenant le cas où, lorsque vous commandez votre ordinateur, lui, il va lancer la fabrication de la carte mère, la fabrication du disque dur, la fabrication de la carte graphique, etc. Donc, ça risque de prendre des mois pour que ces boîtes de produits soient fabriquées dans les différentes usines dans le monde et arriver à Tlemcen et être montées par le magasin à Tlemcen. Et donc, au lieu, si dans le cas HADA, on fait de la production à la commande, la livraison se fera plusieurs mois après. Par contre, si on fait une partie make to stock, donc le magasin de Tlemcen va stocker un certain nombre de cartes mères, un certain nombre de cartes graphiques, un certain nombre de disques durs, et quand vous arrivez, il vous fait le montage uniquement, vous allez recevoir votre ordinateur en 48 heures ou 72 heures. Vous ne voyez que cette partie du temps de cycle. Donc, toute la partie du temps de cycle qui concerne le début de la fabrication de l'ordinateur, vous ne la verrez pas. Vous ne verrez que la partie du temps de cycle qui a servi à l'assemblage de l'ordinateur. Et c'est ça le principal intérêt de cette méthodologie de travail qui est Inventory Order Interface. Alors, comment on va l'implémenter? Ben, souvent, on va utiliser deux techniques. La première technique, c'est une technique de gestion de production qui est le Kanban ou le Conwip. Et la deuxième technique, c'est une technique de conception qui est le late customization. C'est quoi le late customization? C'est de faire en sorte que la personnalisation du produit puisse se faire le plus tard possible. D'accord? Donc, on en a parlé, je pense, à un certain moment, les cours, le fait, on a parlé de la personnalisation de masse. La personnalisation de masse, on a dit qu'on va fabriquer des modules et les modules, ils parlent un assemblage final et l'assemblage final peut se faire très rapidement. D'accord? Donc, le late customization. Late customization, c'est la personnalisation la plus tard possible. Et ça se fait lors de la conception du produit. Alors, regardez, prenez un exemple, tu as un magasin qui fait des tacos. Le magasin de tacos, qu'est-ce qu'il a? Il a un frigidaire. Dans le frigidaire, il a les différents ingrédients, poulet, viande, légumes, etc. Ben, quand il y a une commande à un tacos, vous allez chez le magasin, les différents magasins qui font des tacos à Tlemcen. Lorsque vous commandez un tacos, il va sortir les produits du réfrigérateur, il va les cuire, ben, il va les assembler, ben, il va les emballer
et il va vous les vendre. Donc, quand vous commandez, vous allez attendre ce temps de cycle. D'accord? Vous allez attendre tout ce temps de cycle. Il va avoir besoin, par exemple, d'un quart d'heure pour faire la cuisson, de 5 minutes pour faire l'assemblage, ou de 3 minutes pour faire l'assemblage, de 2 minutes pour faire l'emballage, et il va vous les vendre. Donc, vous allez attendre 20 minutes. D'accord? Maintenant, imaginez que cette interface, je le déplace. Donc, j'ai toujours mon réfrigérateur, j'ai ma cuisson, je vais cuire les différents ingrédients, je vais les assembler et je vais les placer sur une table chaude. Donc, j'ai différents produits. J'ai, par exemple, 5 modèles de tacos. Je fabrique 5 modèles de tacos. Je vais stocker sur ma table chaude 2 ou 3 tacos de chaque modèle. Donc, je vais avoir une quinzaine de tacos stockés sur ma table chaude. Lorsque vous venez vous commander un tacos, le serveur, il va prendre le tacos, il va l'emballer en 2 minutes et il va vous le donner. Tout à l'heure, vous avez attendu 20 minutes pour avoir votre tacos et maintenant, vous allez attendre que 2 minutes. Pourquoi? Parce que cette partie du temps de cycle, vous ne la voyez plus. En vérité, le tacos, il a mis 20 minutes à être préparé, mais vous ne voyez que 2 minutes. Donc, ça veut dire que vous allez être servi beaucoup plus rapidement et vous allez avoir une qualité de service qui est meilleure. Ça veut dire que la qualité de service a augmenté au niveau de ce magasin. En contrepartie, qu'a fait le magasin pour pouvoir augmenter la qualité de service? Il a mis un stock de produits semi-finis au niveau de la chambre, de la table chaude. Donc, au fait, pour pouvoir vous répondre à ses clients plus rapidement, il a mis des stocks. Alors, imaginez que la journée Hadik, il y a un des tacos, un des modèles de tacos que personne ne va manger. Donc, à la fin de la journée, il va se retrouver avec 3 tacos qui sont restés plusieurs heures sur la table chaude et il sera obligé de les jeter probablement. D'accord? Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Un autre exemple, ça c'est une usine d'IBM qui fabrique des circuits imprimés pour les différentes cartes, les cartes mères, les cartes graphiques, etc. Pour faire un circuit imprimé, d'accord, on va faire quoi? On va faire un traitement de la matière première. On va placer une couche de cuivre sur cette matière première. La matière première peut être soit de la bakélite, soit de l'époxy. On va la traiter. On va faire une couche de cuivre sur cette matière première. On va faire ce qu'on appelle de la lamination. La lamination, c'est-à-dire on va presser le cuivre sur la plaque de bakélite ou la d'époxy pour qu'il se colle parfaitement. On va faire des travaux de machine-outil. On va découper les pièces en morceaux de 30 par 30 ou la 40 par 40 ou la 20 par 20 selon la majorité des cartes qu'on fabrique. Même on va هذاك le cuivre اللي كان posé, on va on fait des circuits. Ça veut dire que vous allez avoir fait une seule plaque de cuivre, mais avec la plaque de cuivre, on va enlever une partie du cuivre de telle sorte que la partie qui reste formera des circuits. Des circuits qui vont relier différents composants électroniques. Pour pouvoir relier les composants électroniques, je dois souder les composants électroniques sur le circuit. Donc, je suis obligé de trouer la plaque d'époxy ou de bakélite et de cuivre et je fais des trous et je fixe les composants électroniques sur les trous et je les soude. Là, je vais souder, d'accord? Même je vais faire découper en petites tailles parce qu'en général, quand je fais ça sur des morceaux de grande taille, par exemple 50 cm par 50 cm, mais les cartes taille me font 50 cm. Donc, au bout d'un temps, je vais les découper en morceaux plus petits et je vais les morceaux plus petits qui représentent des cartes complètes.
il s'est avéré que IBM, ils se sont rendus compte que la partie KML jusqu'à machining, c'est la même pour tous les types de circuits. Et c'est une partie qui prend un certain temps, un temps assez élevé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une interface ici où la partie, elle se fait en make to stock, ou la partie, elle se fait en make to order. Et donc, toute cette partie du système a été cachée par rapport au client final. Le client final ne voit que ce temps de cycle. On va bientôt s'arrêter, donc je vous demande de relancer l'application, la séance vidéo Zoom pour qu'on puisse continuer. D'accord? Donc, le fait de déplacer l'interface maintenant, il nous permet de réduire le temps de cycle vu par le client final. Le temps de cycle global reste le même, mais le temps de cycle vu par le client final va être fortement réduit. En contrepartie, j'aurai besoin de stocker quelques produits à ce niveau. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions?